Alors aujourd'hui, on va parler d'un gros dossier qui correspond donc à 2 articles que nos lecteurs ont pu déjà observer, c'est-à-dire sur le numéro de mars et ensuite d'avril, pour un sujet qui est très important, c'est-à-dire la médecine, le sujet de la médecine en général, mais la médecine moderne et la crise qu'il y a aujourd'hui dans la médecine moderne occidentale. Donc pour commencer, étant donné que c'est un gros sujet, je pense que faire un retour historique et un travail de définition s'impose. On parle donc de médecine moderne occidentale, qui va donc en opposition aujourd'hui avec ce qu'on appelait la médecine dite traditionnelle. Donc comment, selon vous, on pourrait définir ce qui composait à l'époque la vision de la médecine, le rapport au corps, et donc ce qu'on appelle la médecine traditionnelle? Or, on ne distingue pas la médecine moderne de la médecine traditionnelle. On distingue plutôt la médecine, je dirais, enfin, on va dire, la médecine médecine moderne occidentale, la médecine dite allopathique, avec la médecine dominante dans l'ensemble des pays européens, avant celle-là, qui était la médecine hippocrato-galénique, hein, donc Hippocrate et Galien. Donc, dans cette ère de civilisation, donc en Europe essentiellement, on ne parle pas d'Occident, hein, on parle d'Europe, là. Dans cette ère de civilisation, les principes de la médecine, je dirais, d'avant la modernité occidentale, étaient des principes de médecine qui avaient un certain nombre de points communs avec d'autres ères de civilisation, avec les médecines d'autres ères de civilisation, typiquement avec la médecine indienne, avec la médecine chinoise, ou notamment aussi avec la médecine dite arabo-musulmane, qui est en fait une médecine perso, berbéro, arabo-musulmane, on va dire périméditerranéenne au sens large jusqu'en Iran, quoi, hein, dans l'ère de civilisation. Voilà. Et en fait, il y a eu beaucoup de continuité, beaucoup d'échanges entre ces traditions, en particulier entre la pratique de la médecine européenne et la pratique de la médecine dite arabo-musulmane, puisqu'il y a eu des influences réciproques, hein, très importantes, typiquement des ouvrages qui ont servi de référence aux deux civilisations. Bon, il y a le Materia Mathematica de Dioscoride qui a été un ouvrage fondamental qui catégorisait toutes les plantes, les métaux, les minéraux, les substances animales et leur utilisation dans le cadre de pratiques thérapeutiques. Mais il y en a eu d'autres, hein. Bon, on connaît les grands noms d'Averroès, hein, Ibn Rushd, ou d'autres, Baitar, etc., qui ont été des grands noms de je dirais, de la pharmacopée et de la médecine dans l'ère de civilisation arabo-musulmane. Et il y a eu effectivement autour de la Méditerranée, à partir je dirais, du début du Moyen Âge, je dirais dès la fin de l'Empire romain jusqu'au XVIIe siècle, beaucoup d'échanges et d'influences réciproques, hein, entre ces aires de civilisation, d'autant plus que la civilisation arabo-musulmane en question était très présente, était présente en partie en Europe, hein, notamment en Espagne, mais aussi par le biais de la Turquie, qui n'était pas arabe, mais bien musulmane, elle, avec la présence de l'Empire ottoman en Europe, dans le sud de l'Europe de l'Est. Bref, donc il y a effectivement toujours eu beaucoup d'échanges entre ces traditions culturelles, plus ou moins, on va dire, mais ces traditions médicales-là avaient toutes des points communs, à peu près, hein, c'est-à-dire qu'elles avaient un regard sur le corps, sur ses équilibres, sur les flux qui parcouraient le corps et sur la nécessité de rééquilibrer ces flux, d'intervenir sur ces flux et de diagnostiquer d'éventuels déséquilibres ou d'éventuelles pathologies à partir du pouls, à partir de tout un tas de, tout un tas de pratiques. Et ces médecines dans le monde, hein, la médecine chinoise ou d'autres, ont développé des thérapeutiques, des traitements, si vous voulez, ou des pratiques médicales en rapport avec l'idée qu'elle se faisait de la nature des problèmes de santé. Voilà. Et cette approche de la nature des problèmes de santé, elle est très importante pour comprendre ce qui distingue la médecine moderne occidentale de toutes les traditions médicales qui lui ont préexisté, que ce soit au Japon, en Chine, en Inde, dans le monde persan, etc. Et ce qui va distinguer fondamentalement la médecine moderne occidentale, ce sont deux choses euh, qui sont intervenues donc progressivement. C'est d'abord la remise en question des principes de Galien sur l'idée de la
des humeurs. On parlait des humeurs corporelles, hein, le sang, le flegme, la bile noire, la bile jaune, etc., etc. Donc, remise en question de ces travaux-là à partir du XIIIe-XIVe siècle. Et puis surtout, plus progressivement, un corps humain qui va se dévoiler et qui va être disséqué. Ça, c'est une grosse rupture. C'est une rupture d'autant plus forte dans le monde occidental et dans le monde tout court, en fait, que dans la plupart des médecines issues de civilisation, c'est-à-dire issues d'ères de culture, la dissection du corps humain est interdite. Voilà. Et donc, en Europe aussi d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire que on n'arrive pas encore à comprendre, aujourd'hui ça nous paraît banal, etc., mais on n'arrive pas à comprendre à quel point cette pratique de la dissection a été considérée comme quelque chose d'épouvantable, d'incroyable, par l'ensemble des populations du monde qui avaient eu vent de cette pratique en Europe. C'est-à-dire on considérait que c'était vraiment l'abomination de la désolation que de disséquer un être humain, etc. Et évidemment, cette humiliation que la science médicale européenne va faire subir au corps humain, puisqu'elle va révéler ce qu'on avait déjà observé chez un certain nombre d'animaux, hein, parce qu'on connaissait très bien comment dire, on connaissait très bien la façon dont étaient organisés les organes dans le corps des animaux, etc. Et bon, va devenir de plus en plus évident pour tout le monde, même si au départ, c'est une évidence pour quelques personnes, qu'il y a effectivement entre les êtres humains et les animaux une continuité structurelle, organique. Et donc, cela va entraîner une forme de destitution morale, et une forme d'humiliation morale et une remise en question profonde de la représentation que les gens se font de la nature humaine, du corps humain et de la spécificité de l'homme. Je vous rappelle qu'on est dans une société où l'homme est fait à l'image de Dieu, où le corps est le temple de l'âme, etc., etc. Donc, vous voyez, je pense, Bien le sûr, et choc, vous en parlez fait, même dans la l'article. rupture, voilà, la rupture de représentation et que représente la pratique de la dissection, hein, puisqu'il s'agit de découper les cadavres, de les ausculter, de regarder comment ils sont faits, etc., etc. Bon, Bien bref. sûr, parce que si je peux me permettre d'ajouter, c'est que vous le précisez bien, et c'est important à prendre en compte, c'est qu'on en vient après à une vision mécaniste du corps humain qui enlève un certain voile de mystère sur ce corps humain qui est censé être aussi le vaisseau de l'âme. Et quand c'est vrai qu'il y a un impact profond sur la vision sacrée qu'on pouvait avoir du corps humain une fois qu'on se met à pouvoir l'ouvrir, l'observer, et ça va avoir un impact profond, non pas uniquement sur la compréhension du corps humain, mais c'est ce que vous indiquez, c'est vraiment un impact culturel aussi profond qu'on peut observer dans l'histoire, notamment, je pense que citer Descartes peut être un bon exemple. Oui, le Sur... scandale de la Cité des Cartes avec ces morceaux un truc que les gens trouveront assez facilement sur Internet, avec ce trafic d'organes, de corps, et ces corps laissés à l'abandon comme moins que de la viande et moins que etc., etc. Oui, bah, d'une certaine façon, oui. Avec le début de la dissection, la médecine occidentale se trouve en situation évidemment d'appuyer son expertise, sa connaissance du corps sur autre chose que des représentations, etc. C'est-à-dire qu'elle va approfondir sa compréhension du fonctionnement bio-organique du corps humain, et en même temps, elle va de ce fait aussi le destituer, hein, le destituer symboliquement. Et donc, évidemment, toute cette pratique-là, cette chosification en quelque sorte du corps, et aussi cette évidence que le corps humain a beaucoup en commun avec celui des autres mammifères, notamment, va être un choc culturel. Hein. Et on peut dire donc de ce point de vue-là que cette pratique médicale, qui a commencé d'abord très discrètement et qui était pratiquée par des gens très peu recommandables, qui après, progressivement, va devenir tolérée, puis ensuite autorisée, que cette pratique va bouleverser en fait la culture. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si effectivement la modernité occidentale et la dévalorisation, la dévaluation du corps et de la nature humaine, de l'idée que nous nous faisons de ce que nous sommes, s'en est trouvé humilié, hein, d'une certaine façon. Donc ça, c'est le premier point, et évidemment, ce point-là va poser beaucoup de problèmes, va limiter considérablement, en fait, va donner une puissance de compréhension des mécanismes biologiques aux scientifiques médicaux, c'est-à-dire à la science médicale européenne,
en même temps qu'elle va provoquer une onde de choc dans le monde entier, c'est-à-dire qu'elle va susciter des réactions extrêmement dures, et parfois extrêmement hostiles, d'un certain nombre d'autres aires de civilisation qui souhaitent pas abandonner leur culture pour mieux soigner les hommes. Hein, puisque là, il s'agit d'une destitution qui n'est pas simplement une destitution symbolique, mais qui est en même temps une rupture culturelle fondamentale au travers de cette destitution du corps. Donc, pour ces autres aires de civilisation plus traditionnelles, le corps est en quelque sorte un temple. Il y a des équilibres, il y a des flux, un peu comme ce qu'on connaissait dans la médecine hippocrato-galénique, hein, c'est-à-dire des flux, des humeurs. On soigne par pression, on soigne par acupuncture, on prend les pouls, on administre des substances pour rééquilibrer, etc. Mais on n'intervient pas mécaniquement pour couper, etc. etc. Les premières interventions d'opérations avérées, qui témoignent déjà d'une sorte de prémodernité en la matière, sont celles qu'on trouve notamment chez les médecins perses et chez les médecins de l'origine dans lesquels on a des chirurgiens très, très célèbres qui vont aussi s'illustrer. Mais bon, bref, voilà. Un des éléments clés de la rupture, en quelque sorte, de la médecine occidentale avec ces autres traditions culturelles, ces autres traditions médicales encore sous l'influence de leur culture, c'est ça. Et le deuxième élément clé qui va déterminer cette rupture, c'est ce qu'on appelle la théorie des germes de Louis Pasteur. Voilà. Ça, c'est le deuxième point clé. C'est en gros à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Alors, on dit que c'est la théorie de Louis Pasteur, même s'il n'est pas, je dirais, le seul à l'avoir porté. Il y a eu des débats à l'époque, etc. Globalement, on peut dire que sa théorie porte sur l'accent est mis sur l'identification et la neutralisation d'agents pathogènes. Hein. Donc, il s'agit d'identifier des agents considérés comme pathogènes, microbes, bactéries, etc., et de traiter en quelque sorte ces maladies dont on pense qu'elles sont issues de ces agents pathogènes en détruisant, en identifiant et en détruisant ces agents pathogènes. Donc, cette, Oui, donc ça marque une rupture plus importante, c'est-à-dire oui, au-delà de la vision du corps, c'est-à-dire que là, le traitement de la maladie ou du mal qui peut toucher un être humain, on va plus être dans la conscience intégrale du corps humain, mais on va essayer donc de détecter un mal bien précis pour chercher ensuite à l'abattre, ce qui change radicalement la manière dont on identifie un mal et dont on voit aussi un patient, peut-être. Alors oui, alors avant de broder sur les implications culturelles ou en termes de représentation que ça a pu avoir, ça a surtout permis de trouver des solutions à des problèmes auxquels on n'avait pas trouvé de problème. C'est-à-dire, typiquement, on a redécouvert, par exemple, les techniques dites de variolisation, l'inoculation intradermique de substances pour combattre typiquement les germes en question. Donc, on fait des expériences en laboratoire, on s'aperçoit que certains germes sont sensibles à certaines substances. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la pénicilline, qui est un champignon, etc. Bref, on s'aperçoit qu'un certain nombre de substances combattent. Je fais obligé de faire très simple, je suis en train de vous résumer Oui, bien sûr. des années de recherche, etc. C'est beaucoup plus long que ça, évidemment, mais en gros, on s'aperçoit qu'il y a des substances qui combattent ces agents pathogènes et que donc il faut cultiver ou développer des solutions à base de médicaments censés s'attaquer à ces agents pathogènes que l'on considère comme étant la cause des maladies. Et évidemment, ça va donner certes des résultats, même si on a beaucoup exagéré les résultats parce que un des effets de bord de cette théorie des germes de Pasteur, c'est qu'elle va produire aussi, elle va mettre l'attention, porter l'attention des êtres humains, des Européens particulièrement, sur les notions d'hygiène, hein, sur la question du retraitement des eaux, sur la question voilà, et donc sur la façon dont circulent ces germes. On parle de germes hein, à l'époque, sur la façon dont circulent ces germes et dont ils sont censés nous contaminer. Et donc en fait, cette théorie des germes, elle va avoir un effet je synthétise de façon très, 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 très synthétique, elle va avoir une influence sur les pratiques d'hygiène, sur la construction, sur la gestion des flux, des eaux usées, sur les pratiques de salubrité. À partir d'un certain temps, on va commencer à comprendre qu'il est intéressant de se laver les mains, alors que la première, je pourrais vous raconter l'histoire de ce premier médecin qui avait constaté que qu'il obtenait beaucoup moins de cas de récidive
en prenant soin de se laver les mains. Bref, il va être moqué à l'époque. On va lui dire, qu'est-ce que tu imagines? Tu crois que tu as un truc, une sorte de substance maléfique sur les doigts qui contamine les gens lorsque tu n'es pas là et qui leur jette un mauvais sort, etc. Bref, on l'avait moqué comme une sorte de charlatan. Et puis, non, on va s'apercevoir, on va comprendre avec la théorie des germes que tout un tas d'intuitions qu'on a vues dans le passé étaient justes et qu'effectivement, le fait de se laver les mains avant une opération, le fait de s'intéresser à la façon dont sont retraités les déchets, les eaux usées, l'évacuation, la salubrité publique, bref, l'hygiène, va faire des progrès considérables. Et on a trop souvent mis l'amélioration, je dirais, de la santé publique sur le dos par exemple, la variolisation, notamment la vaccination, alors qu'elle est en grosse partie due aussi, et surtout, aussi à l'amélioration de l'hygiène publique dans l'ensemble du monde européen. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.